Bonjour, Bonjour est-ce que Maud. vous m'entendez? Merci Hélène. OK, bonjour. On va commencer dans 1 ou 2 minutes, juste laisser le temps aux dernières personnes d'arriver. Bon, ben, allons-y sans plus tarder. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence du 15 avril 2025, organisée par l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Donc aujourd'hui, notre conférence s'appelle Les soins palliatifs à l'urgence, c'est pas ma job. Vous vous doutez bien qu'on va peut-être déconstruire ça aujourd'hui. Mon nom, c'est Maude Jellicoeur. Je suis agente de recherche et de planification à l'Institut, puis je serai votre humble animatrice aujourd'hui. C'est notre première conférence hybride à l'Institut. Donc, on a une dizaine de personnes en présentiel à l'université et vous êtes plus, là, sûrement que ça a déjà changé, mais vous êtes plus de 110 personnes là, sur Zoom avec nous. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on accueille le docteur Philippe Ouellette, qui est urgentologue et puis qui a une spécialisation en soins palliatifs. Je vais le laisser se présenter lui-même. Et juste avant, j'ai quelques petits messages d'intérêt. Mon Dieu! Ben voyons, c'est deux fois que ça fait ça. Les caractères pas français. Ben, essayons, puis si ça le fait si ça le fait dans vos diapos, on recommencera. Donc, c'est ça, il va y avoir une période de questions-réponses à la fin de la conférence. En salle, là, vous aurez juste à lever la main, puis sur Zoom, vous pouvez utiliser la fonction de questions-réponses qui est dans le bas de l'écran. Vous pouvez inscrire vos questions, puis on va les prendre à la fin. Aussi, la conférence est enregistrée puis s'inscrit dans le projet ECHO de Pallium Canada. Donc, ECHO, c'est une initiative de 5 ans qui vise à développer des communautés de pratique puis le développement des professionnels. C'est financé par Santé Canada, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement Santé Canada. Voilà. Et dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant à la croisée des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. Alors, oh mon Dieu, bon, excusez. Mais voyons, je vais le fermer. Je m'excuse. D'accord. OK, donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre conférencier. Oh, ça va-tu tout seul? C'est moi. C'est vous? Ah! Wow, merci! Ah! Là, je pensais qu'il y avait un fantôme. OK, bon, ben merci. Merci. OK. Bon, bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là en ligne. C'est un peu. Je suis content qu'on m'ait invité. Je vais me présenter parce que il est probable que personne ne sache qui je suis. Et j'ai un parcours un peu bizarre. Je vous explique qui je suis, je viens de où, puis ça fait le lien avec le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai fait ma médecine dans ce local-ci, entre autres. J'ai fait ma médecine à Québec, ma spécialité en médecine d'urgence à McGill. Puis, il faut savoir que dans la médecine d'urgence, dans le parcours de la spécialité en médecine d'urgence, il n'y a pas beaucoup d'emphase sur les soins palliatifs. Puis, je me suis aperçu, à force d'exemples négatifs et d'absence de modèle de rôle, qu'il y avait un besoin important dans ma formation, en tout cas personnellement, pour savoir comment dealer avec ces aspects de la médecine-là à l'urgence. Ça a commencé par une interrogation qui s'est soldée par des stages dans des unités de soins PAL classiques pendant la résidence. Puis, ces stages-là ont mis en lumière plus de questions, plus de besoins que de réponses. J'ai décidé
de prolonger ma formation d'1 an pour faire la formation en médecine palliative spécialisée à l'Université de Montréal. Ce qui a été, d'une part, pour faire ça, pour acquérir des compétences qui allaient m'aider, puis d'autre part, pour un peu légitimiser ça dans un milieu où les gens avaient un peu cette face-là quand je leur disais que j'étais intéressé par les soins de femmes. J'ai eu la chance d'avoir une directrice de programme à l'Université de Montréal qui s'appelle Andréane Côté, qui était exceptionnelle pour m'aider à adapter le parcours. Je donne un exemple, je fasse 2 mois d'hospitalisation en médecine générale, ce qui est totalement peu pertinent pour ma pratique parce que je ne fais pas d'hospitalisation, je ne suis pas les patients. Donc, on a changé ce stage-là pour faire un stage où je faisais des consultations de soins palliatifs et de soins intensifs en même temps, chaque jour, pendant 2 mois. Ça a été incroyable, dans un hôpital qui était réputé pour en fait, qui soignait des populations culturelles réputées difficiles. Fait que ça a été vraiment super parce que ça m'exposait à plein de situations. Ça m'a bien aidé à cheminer. Mon intérêt est vraiment dans les soins palliatifs en contexte de soins critiques, plus précisément sur la détection précoce des soins palliatifs à l'urgence. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Donc, on va parler de la place des soins palliatifs à l'urgence, selon moi et certaines études. On va parler des façons qu'on peut utiliser pour dépister ces patients-là plus précocement. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'extrapolation parce que les études ne sont pas nécessairement sur les soins par l'urgence, mais souvent sur les soins par de façon précoce. Puis, on va parler un peu de la prochaine étape ou ce à quoi je pense par rapport à l'impact potentiel de l'implantation, de la détection précoce des soins PAL ou des besoins de soins PAL à partir de l'urgence. Si vous avez des questions ici dans la salle, vous pouvez me les poser n'importe quand, mais pour la facilité du mode hybride, peut-être si vous êtes capable de les garder jusqu'à la fin, à moins que ça vous brûle les lèvres, là, on va faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est ou pourquoi les patients palliatifs viennent à l'urgence? Je le mets en guillemets parce que je n'adore pas cette étiquette-là. J'aime mieux parler de patients qui ont des besoins de soins palliatifs. Mais souvent, ce dont on parle, quand on parle de ça, c'est des patients qui viennent pour des symptômes mal contrôlés. Ça va sur le sens, c'est assez simple à comprendre. Souvent, c'est les crises émotionnelles, on en parlait un peu avant que la présentation commence. C'est des gens qui, par exemple, ont tout ça un peu ensemble. C'est des patients qui s'attendent à quelque chose, qui comprennent que leur maladie est terminale, qui comprennent que leur maladie progresse, qui comprennent qu'ils ont des symptômes, mais qui se ramassent dans un endroit où les symptômes sont mal contrôlés, où ils ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, où ils réalisent que c'est immense de mourir à domicile, où, comme vous savez, il y a vraiment une difficulté à avoir accès à des soins à domicile qui sont assez fréquents ou vous savez probablement mieux que moi. Là. C'est des gens aussi qui réalisent que quand la fin arrive, de mourir à domicile, de laisser leurs proches aidants seuls dans cette maison-là après, ça crée une espèce de pression. Ça fait qu'ils décident de venir à l'urgence dans ces contextes-là. Ce n'est pas seulement les symptômes, c'est souvent ça, puis c'est le fun d'explorer ça et de voir comment on peut aider les patients. Ça sera une surprise pour personne. C'est la population qui vieillit et donc des populations qui ont de plus en plus de maladies chroniques décompensées plus longtemps, plus souvent, donc des visites plus souvent à l'urgence. Vous voyez là, ça c'est la mortalité, les causes de mortalité en général sont INSPQ en 2020, les cancers presque la moitié, les décompensations de maladies chroniques, puis les maladies du système nerveux, on inclut là-dedans les TNC. Voilà. C'est assez intéressant. Ça, le même rapport de l'INSPQ montre que depuis les dernières 20 années, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le nombre de personnes qui meurent à domicile. Il y a eu une diminution quand même notable du monde qui meurt dans les centres hospitaliers. Par contre, c'est encore la grande majorité des gens qui meurent dans ce contexte-là. C'est une étude qui date, mais qui était très intéressante. Il y avait à peu près la même proportion de patients qui meurent en institution. Il avait demandé aux proches des patients qui étaient décédés à l'hôpital, en rétrospective, comment ça s'est passé, puis ils se sont aperçus que les gens avaient eu un traitement inadéquat de la douleur ou de la dyspnée, selon les proches qui étaient là au chevet, puis 25% notaient un problème de communication avec les médecins. Ça, c'est les mêmes statistiques. Ce n'est pas parfait parce qu'on s'entend qu'ils regardent les patients, c'est difficile.
Oui, c'est ça. Enfin, ça en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est des gens, c'est la proportion de gens qui ont un contact avec l'urgence dans les 2 dernières semaines de vie. On voit que c'est quand même une grande proportion. Des patients qui ont été admis ou des patients qui ont eu un acte facturé, donc qui ont eu des soins à l'urgence. Encore là, ça, c'est une statistique qui n'est pas parfaite, mais je la mets en gros parce que je trouve qu'elle fait, c'est pas mal. Fait que le pourcentage de patients qui auraient pu bénéficier de soins palliatifs qui meurent à l'urgence par année, on s'entend que ça, c'est sur des statistiques, puis on prend des gens qui sont, par exemple, âgés, qui ont des facteurs de fragilité, qui ont des maladies chroniques. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement des patients là, qui sont palliatifs, entre guillemets, mais c'est des patients qui, à quelque part, ont un besoin qu'on peut attribuer à des soins palliatifs. On va parler du dépistage tout à l'heure. Fait que ça, c'est le nombre par année. Les gros chiffres. Ça, c'est intéressant. Avec les mêmes statistiques, avec la même façon de sortir des statistiques que la slide précédente, c'est un quart des patients de ceux qui étaient susceptibles de bénéficier de soins palliatifs qui visitent l'urgence le jour de leur décès, qui ont des actes de réanimation. Encore là, c'est pas un acte de réanimation. OK. Un enfant qui écoute avec son micro. Qui ont des actes de réanimation, ça peut être un bolus, un soluté. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont inclus là-dedans, mais même si ce n'est pas 25 %, c'est quand même beaucoup, on s'entend pour la dernière chose. Donc, je veux juste mettre l'emphase sur cette citation-là dans le même rapport qui parle d'une orientation plus précoce vers des soins palliatifs ou soins de fin de vie plutôt qu'en phase terminale de la maladie. Toutes les slides précédentes, c'est pour mener à ça, ce qui est ce dont je pense aussi. Pourquoi à l'urgence plus que précocement en première ligne ou dans d'autres endroits que l'urgence? Pour nous vanter, nous, à l'urgence, on est quand même autonome par la force des choses parce que souvent, on n'a pas beaucoup de ressources. Proactif, indépendant, je fais des blagues, là, c'est pas qu'on est si bon, c'est aussi nos défauts, là, ces affaires-là. Là. Mais en gros, c'est qu'on se débrouille beaucoup avec rien, souvent. On a beaucoup d'outils qui sont des outils de réanimation. Je parle maintenant de la sédation, de l'analgésie, le traitement des symptômes. C'est des choses qu'on fait généralement tous les jours pour tous les patients qu'on voit, qui sont facilement transposables pour aider des patients qui ont des besoins de soins palliatifs quand on y pense bien. J'avais trouvé ça très intéressant, des auteurs qui listaient les tâches dont on s'entend qui font partie de la job d'un médecin d'urgence, qui peuvent être attribués à des soins palliatifs. Par exemple, déterminer la trajectoire de soins. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais par exemple, un patient qui a une grosse douleur thoracique, c'est un peu nous autres qui décident, c'est une personne qui va bénéficier d'aller faire débloquer une artère dans son cœur. Et si oui, on l'enligne vers cette trajectoire-là. Mais la même chose s'applique pour les soins de fin de vie, les soins palliatifs. Ça veut dire les patients qui ont des besoins, on les enligne dans une trajectoire qui est la plus appropriée pour leurs besoins, pour leur maladie, au moment où ils sont avec nous. Déterminer le pronostic, là, je ne parle pas de pronostic oncologique, je parle de pronostic global, fonctionnel, palliatif. Donc, annoncer des mauvaises nouvelles, on fait ça tout le temps. Ce n'est pas nécessairement dans les contextes de soins palliatifs, on fait ça tous les jours. Vous imaginez bien toutes les nouvelles qu'on a annoncées qui ne sont pas toujours bonnes. Là. Je dis tout le temps, moi, quand je trouve quelque chose, c'est rarement une bonne nouvelle. Traiter les symptômes, on fait ça tout le temps, on fait ça pour tout. Comme je vous disais, ça peut être très pertinent, puis ça peut être transposable pour les soins palliatifs. Gérer la fin de vie active, dépendant du temps, j'ai quelques slides parler de ça, comment on gère ça à l'urgence, c'est quoi les aspects de la gestion de la fin de vie active chez les patients avec des besoins de soins palliatifs ou en fin de vie là, active à l'urgence. Bon, puis les autres foyers. C'est toutes des affaires qu'on fait, si on y pense, qui s'appliquent directement aux soins palliatifs. Maintenant, ça fait quand même longtemps que ça chemine, puis ça, j'avais été surpris d'apprendre ça quand j'avais commencé à m'intéresser aux soins palliatifs à l'urgence. En 2003, ACEP, qui est American College of Emergency Physicians, c'est comme l'association américaine d'urgence, qui publie un énoncé qui dit que oui, les médecins d'urgence ont le droit de s'intéresser aux soins palliatifs. Après ça, il y a eu plein d'initiatives. Je vais juste monter le son. Ouais. Il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place. C'est des initiatives soit de formation ou des espèces de guides pour essayer d'implanter des initiatives de soins PAL à l'urgence. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai regardé. Peut-être que ça fonctionne encore. C'est une formation bien intéressante.
Les autres, c'est toutes des initiatives pour comment mettre en place un système de soins par de consulte à l'urgence, un framework pour intégrer des pratiques de soins par l'urgence. Donc, ça a commencé à se mettre en place en 2008. Le American Board, donc, qui gère les sous-spécialités de la médecine d'urgence aux États-Unis, a reconnu la médecine palliative comme étant une sous-spécialité de la médecine d'urgence. Ils ont intégré en 2012, je pense que c'est ça, dans les recommandations de Choosing Wisely. Donc, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des recommandations par spécialité où on dit comment on peut faire des soins qui sont plus efficients, qui sont plus appropriés, pertinence des soins. Bien, ils en ont inclus une aux États-Unis, qui n'est pas au Canada, mais aux États-Unis, sur l'importance de détecter les soins, le besoin de soins palliatifs précocement à l'urgence. Et c'est le Early Referral from the Emergency Department. Fait que, il y a quand même cette sensibilité-là, ça c'est en 2012-2013. Plus récemment, en 2021, ACEP, qui est l'Association des médecins d'urgence aux États-Unis aussi, a publié ces guidelines-là qui parlent de comment on détecte les besoins de soins par prise en charge initiale. C'est quelque chose d'assez basique, mais ça veut quand même dire quelque chose pour nous qui commence à avoir des guidelines de soins par l'urgence. Donc, on a beaucoup de besoins de soins par l'urgence. C'est pertinent pour les médecins d'urgence de faire des soins par l'urgence. Puis maintenant, pourquoi on les ferait à l'urgence plutôt qu'ailleurs? Ou pourquoi on les ferait de façon précoce? Ça, je pense que tout le monde ici est assez convaincu. Là. Je pense que si vous venez à cette conférence-là, vous ne voulez pas qu'on fasse moins de soins par plus tard du monde. Là. Mais quand même, il y a quand même des données qui ne sont pas parfaites, mais qui démontrent que évidemment, les patients sont mieux soulagés. Ils ont des symptômes qui sont mieux traités, au moins de traitements invasifs qu'ils n'auraient pas désirés, une meilleure qualité de vie, puis la survie n'est pas altérée par des soins par agressifs plus tôt chez les patients. Pour les familles, ça c'est moins clair l'impact, mais dans les études qualitatives, on montre que les familles cheminent plus facilement, ne serait-ce que dans l'épisode de soins, donc ils sont moins surpris quand c'est pas on traite, puis on arrête, on traite les patients. On introduit des soins palliatifs, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Ça rend peut-être le deuil plus facile. Puis pour les organisations, je l'inclus parce que moi j'aime beaucoup ça, parce que quand on convainc les organisations, on est capable de mettre en place des initiatives qui nous permettent de mieux soigner nos patients. Fait que, moins de visites à l'urgence, ça va sous le sens, si les patients sont mieux traités, sont capables d'avoir des soins à domicile. Moins d'admission à l'hôpital si les patients ont une trajectoire qui leur permet de transiter vers une maison de soins par exemple, ou vers des soins à domicile. Moins d'admission aux soins intensifs, ça va sous le sens parce que les patients, leurs besoins ou leurs valeurs par rapport à des soins plus curatifs, plus agressifs, sont explorés plus tôt. Puis, les durées de séjour sont diminuées. Ça coche les cases au ministère, je vais vous le dire. Puis, les coûts sont diminués. Évidemment, il y a des belles études, ce qui est vraiment intéressant. Au Québec, on n'a pas accès à ça, mais aux États-Unis, il y a des études qui chiffrent vraiment le coût d'un épisode de soins. Je suis capable de démontrer que quand même, bien évidemment, si tu vas pas aux soins intensifs, tu n'es pas intubé, tu restes moins longtemps. C'est un peu de rêve, mais ça convainc les gestionnaires. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est le modèle que vous connaissez tous, dont je parle. Je me dis, on peut commencer à implémenter des soins palliatifs tôt, même si on a des soins curatifs en cours. Puis tôt, dans ma tête, ça veut dire à partir de l'urgence. Les soins de fin de vie, ça c'est quand on n'a plus de soins curatifs qui sont en place. Puis le modèle inclut aussi le deuil ou la préparation du deuil dans la trajectoire de soins. Fait que maintenant, puis là, je suis ici à Québec, je donne un cours aux résidents en médecine d'urgence cet après-midi. Puis une des choses sur lesquelles je mets l'emphase, c'est parce que leur question, c'est oui, c'est beau, tout ça, c'est le fun de faire des soins palliatifs, on comprend ce que tu nous dis, mais pourquoi je ferais ça, moi, à l'urgence? Puis en plus de ça, pourquoi je le ferais? À qui je vais faire des soins palliatifs? Qui en a besoin? Puis si 70% des patients en ont besoin, j'ai du temps dans mon chiffre, on doit faire ça pour chacun des patients que je vois. Fait que le message, c'est ça, c'est-à-dire que nous, à l'urgence, notre focus est sur, bien entendu, la réanimation, bien entendu, la protection des patients vulnérables, mais aussi sur l'orientation. Fait que, tu sais, les gens qui veulent faire fâcher un urgentologue, c'est de dire, bien, vous autres, dans le fond, c'est comme du triage que vous faites. C'est un peu la pire chose que vous pouvez nous dire. Par contre, c'est pas faux qu'une fois que le patient est stable, qu'il n'y a plus de pathologie active, dangereuse pour la vie du patient,
ben, c'est vrai qu'après ça, notre job, c'est de trouver la meilleure personne pour pouvoir régler son problème. Donc, on parle d'orientation, dans notre jargon, on parle de disposition du patient, la dispo. Fait que, dans ce contexte-là, de dire, ben, est-ce que le patient a des besoins critiques en soins palliatifs pendant qu'il est avec nous? Oui. Comment on gère ça, c'est une chose. Après ça, comment, selon l'évaluation que j'ai faite de ce patient-là, je peux l'orienter vers des ressources qui sont les mieux pour lui. Les options qu'on a sont quand même pas pires. De dire, ben, on retourne le patient à domicile parce qu'il y a un super bon soutien déjà, on a calmé ses symptômes, on a mis en place des choses, il est repris en charge par son équipe de soins palliatifs à domicile. Super. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les maisons de soins palliatifs dès l'urgence? Ça dépend vraiment des milieux dans lesquels vous travaillez. Chez nous, ça arrive rarement. On a quand même des éphémères de liaison qui sont super proactifs et habitués, qui font des liens, puis des fois, les patients qui se stagnent à l'urgence, ben là, le lit se libère, puis on est dans une espèce de 24 heures, 48 heures à l'urgence, puis après ça, ils vont direct là. Le court séjour, pas mal toutes les urgences ont une forme de ça, où c'est une unité d'hospitalisation brève ou une unité de décision clinique. Ça fait que c'est une extension de l'urgence où on garde des patients avec des pathologies circonscrites qu'on pense qu'ils vont se régler ou qu'ils vont s'améliorer en moins de 48-72 heures. Ça veut dire, ben, est-ce que les symptômes vont pouvoir les traiter là, puis quand il est mieux, retourne à la maison? Ça, c'est une option aussi. L'hospitalisation, bien sûr, quand le retour à domicile à la résidence n'est pas possible, quand il y a des symptômes qui sont difficiles à contrôler ou quand le déclin, il y a un décès qui est prévisible rapidement, ben, des fois, les patients ne peuvent juste pas aller ailleurs, on les garde à l'hospitalisation. Les soins intensifs, je l'inclus parce que c'est arrivé rarement, mais quand même, que, mettons, chez nous, les soins intensifs ont admis des patients pour des traitements de symptômes agressifs puis vraiment intenses parce qu'on n'avait pas d'autres places, puis des doses plus répétées, des doses plus élevées, des médicaments non conventionnels qui n'étaient pas à l'aise de donner sur les étages. Les soins intensifs, mon collègue fait dans 24-48 heures, on va essayer de stabiliser les attentes avec des médicaments plus forts, puis tout ça. Puis c'était très utile. C'est des choses que moi, je garde en tête dans le médecin. Fait que ça, vous serez surpris d'apprendre que c'est moi qui ai fait ça moi-même. Fait que ça, c'est un peu l'espèce de schéma qui se passe dans ma tête quand je pense aux soins palliatifs à l'urgence. Un patient arrive avec une maladie incurable. Ensuite de ça, il y a une évaluation de son pronostic palliatif dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire quel genre de trajectoire de fin de vie ce patient-là est en train de suivre. Puis où est-ce qu'il est sur cette courbe-là? Je vais vous montrer un graphique, on parle de ça après. Quand j'ai une idée de ça, ben là, il faut se faire une idée des objectifs de soins du patient. Parce que c'est voir une feuille qui dans le meilleur des cas, ça a été discuté il n'y a pas si longtemps, puis le patient arrive avec un dossier très complet avec cette feuille-là bien remplie. Mais quand même, il y a un changement dans son état. Fait qu'il faut, dans le meilleur des cas, au moins reconfirmer ça, puis voir qu'est-ce que ça veut dire pour l'épisode de soins en cours. Fait qu'il y a au moins une espèce de petit contact avec une discussion d'objectifs de soins, peu importe, quand il arrive à l'urgence dans un état qui est différent. Et tout ça ensemble, ben, ça nous permet de faire un plan pour la suite des choses, pour la prochaine action à poser à l'urgence pour aider notre patient à cheminer dans sa trajectoire. Dans le fond, tout ça, tout mon intérêt pour les soins palliatifs, ça sert à ça. Ça sert à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider mon patient qui a des besoins de soins palliatifs pendant son séjour à l'urgence, puis pour la suite. Les trajectoires, ça, c'est une de mes études favorites. Si on fait en 2003, puis la situation n'est pas là, mais dans les références, ils ont regardé le monde qui mourait, puis ils ont regardé leur statut fonctionnel par rapport au temps, puis ils ont classé ces gens-là dans 4 grandes catégories. Dans le fond, la première catégorie, c'est la mort subite. Ça, c'est les patients pour lesquels on étudie en médecine d'urgence, les catastrophes vasculaires, l'accident de voiture. Ton statut fonctionnel est maximum, puis là, il est absent. Ça, c'est notre job de tous les jours. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Par contre, les 3 autres sont super pertinents. Terminal illness ou maladie terminale, maladie incurable, c'est le cancer. Un cancer qui existe, qui progresse peut-être, qui progresse en fait, mais qui n'atteint pas le statut fonctionnel. Puis à un moment donné, il y a un point d'inflexion où la personne devient de moins en moins capable d'être de moins en moins fonctionnelle, puis décline jusqu'à son décès. Donc, la durée de ça dépend du cancer, du traitement, des pathologies de base, mais suit toujours cette courbe-là.
Les patients qui ont des insuffisances, ça c'est l'autre trajectoire de fin de vie. C'est donc des patients que vous voyez qui ont quand même un déclin, mais qui est parsemé de décompensation. Ça, vous pouvez considérer ça comme des visites à l'urgence, qui viennent à l'urgence, disons, avec de la surcharge sur une insuffisance cardiaque décompensée, qui ont leur petit BiPAP, leur petit nitro élevé, puis qui se rétablissent, puis qui reviennent à leur base, retournent à la maison, puis reviennent un jour, une semaine, un mois plus tard avec le même problème, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un épisode qui soit le dernier puis qui décède de ça. Le dernier, c'est la fragilité. Ça, c'est les patients TNC ou les AVC qui ne décèdent pas nécessairement de cette pathologie-là, mais comme vous savez, du déclin, puis qui décèdent d'infection, de fracture de la hanche, de pneumonie d'aspiration, par exemple. Ces différentes trajectoires-là sont utiles pour moi parce qu'ils me permettent d'avoir des discussions d'objectifs de soins éclairés, puis d'explorer avec les familles et les patients un peu à quoi on peut s'attendre dans les prochaines minutes, prochains jours, prochaines semaines, prochaines années. La plus dure, c'est celle-là, parce que c'est très difficile de prévoir quelle décompensation va être la dernière. J'essaie toujours de leur dire, il était capable de faire son épicerie avec sa voiture. Là, il était plus capable. Là, il marche avec une marchette. Là, il ne marche plus. On va chercher des petits indices dans leur statut fonctionnel pour faire réaliser aux familles que malgré le fait qu'ils reviennent à leur base, il y a quand même un déclin fonctionnel. Puis l'autre affaire, c'est que je leur dis, il y en a une, on n'est pas sûr laquelle, une décompensation, il va venir ici, puis il sortira. Avec le même traitement, avec les mêmes affaires que d'habitude. Ça nous permet un peu de recadrer les choses, puis de voir comment on peut ajuster les objectifs de soins. L'autre chose qui est un peu au centre de tout ça, c'est les objectifs de soins, puis comment les discuter. Moi, quand j'ai réalisé, comme je disais tantôt, j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup d'exemples de modèles de rôle positif là-dedans. Une des raisons, c'est que, dans le fond, on approche ça comme on n'approche rien d'autre dans notre pratique. On va voir des patients qui ont une maladie. On leur donne des options qui sont des options médicales. On leur dit, si jamais votre cœur arrête, voulez-vous qu'on vous donne un choc? Si vous arrêtez de respirer, voulez-vous qu'on vous intube? Vous voyez ce que je veux dire? Puis on dit aux patients, pensez à ça et dites-nous ce que vous voulez comme soin médical. Mais on fait ça pour rien d'autre dans la vie. Nous autres, on a une expertise comme médecin, on fait une évaluation, on voit c'est quoi le problème de la personne, puis on lui recommande un soin qui est le plus approprié par rapport à sa maladie. Mais quand on discute d'objectifs de soins, comme une petite bulle qui se passe, puis on ne fait pas ça. On donne ça aux patients, on a très peur de se mouiller, puis je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas sûr, en tout cas, je n'ai pas de bonne... Je ne sais pas pourquoi. Les deux choses qui ont changé dans ma pratique, qui ont vraiment révolutionné la façon dont je pensais ou j'approchais les objectifs de soins. Les premières étapes, tout le monde est familier avec ça, de planifier une rencontre, de bien s'asseoir, d'avoir des informations, de savoir ce que les patients et les familles savent de leur maladie, où sont rendus. Je ne me pencherai pas là-dessus parce que, ça, c'est standard. Par contre, de suggérer des objectifs et de faire des recommandations, ça, c'est différent. Quand j'arrive à cette étape-là, j'essaie de ne pas demander au patient ce qu'il voudrait comme soin médical, mais je lui suggère des objectifs de soins. La différence entre, mettons, on dit, c'est quoi, quand on parle de niveau de soins versus un objectif, dans ma tête, la différence, c'est un niveau, c'est plus ou moins quelque chose. Ça a quand même une connotation négative quand on dit à un patient, voudriez-vous qu'on vous sauve la vie? Ou voudriez-vous qu'on fasse tout? Ça, quand vous dites ça à un patient, il comprend que l'autre option, c'est de ne rien faire. C'est assez. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va dire ah non, je veux mourir, puis faites rien. S'il me dit ça, c'est de la psy qui va voir. C'est pas une bonne discussion d'objectif. Par contre, si je dis si maintenant vos poumons arrêtent de fonctionner, est-ce que vous pensez que votre mère aurait voulu être maintenue en vie de façon artificielle? Là, tu dis, OK, c'est quoi l'objectif de ça? On la maintient en vie de façon artificielle, ça amène à soit d'autres questions, d'autres discussions. Puis on ne parle pas nécessairement, je ne parle pas de mettre un tube, puis je ne parle pas de mettre sur un ventilateur, puis je ne parle pas de faire des compressions. Je dis, vous, si votre vie se termine de façon naturelle, est-ce qu'on essaie de prolonger pour renverser? C'est comme ça que j'approche les objectifs. Je leur dis tout le temps, il y a des gens qui me disent que ce qu'ils veulent, c'est qu'on prolonge leur vie, peu importe.
même si ça cause de la souffrance. Après ça, je leur dis, il y a des gens qui me disent qu'ils veulent éviter la souffrance à tout prix, puis que si jamais ils viennent que l'organe en question arrête de fonctionner, ils veulent qu'on leur permette d'avoir une mort naturelle. Je nomme les deux extrêmes, puis là, souvent, je fais une pause, puis là, les gens accrochent quelque chose. Ah oui, c'est maman, elle n'aurait pas voulu qu'on s'acharne. Si elle est bien confortable, on va l'aider. Sinon, ben là, j'explique le milieu. Il y a des gens qui me disent que si on trouve quelque chose puis qu'on pense qu'on peut le renverser, ben on essaie de le renverser, puis on essaie de minimiser la souffrance que ça cause. C'est là qu'il y a une espèce de jeu. Ce jeu-là va peut-être être éliminé dans une prochaine itération des niveaux de soins. Là. Mais dans le fond, c'est comme ça que je l'approche. Puis là, souvent, les gens disent, ben oui, ben, si j'ai besoin d'un antibiotique, pourquoi pas, on essaye ça. Mais si j'ai besoin d'être sur une machine pour respirer, non. Puis là, c'est là les gens qui me le nomment. C'est pas moi qui va donner les options. Ils disent, oh non, non, mais là, si ça me fait mal, puis arrêtez d'être piqué, pas arrêter d'être piqué, puis des scans, et tout ça. Ça me donne une bonne idée des valeurs de la personne, de comment elle perçoit sa maladie, où est-ce qu'elle est rendue là-dedans. Je n'ai pas besoin de plus que ça, parce que là, comme je disais tantôt, ma job comme professionnel, c'est de prendre ça, d'intégrer ça et de faire une recommandation. Si la personne elle m'a dit moi, là, prolongez-moi pas, je veux avoir une mort naturelle, je suis prête à partir, je ne veux surtout pas souffrir, bien, après ça, je vais dire selon ce que vous me dites, votre pneumonie, que je juge qui est assez grave en ce moment, pour laquelle vous avez besoin d'oxygène, pour laquelle on vous donne des antibiotiques, si on voit que ça prend le mauvais bord, puis vous commencez à plus être capable de respirer par vous-même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des médicaments pour être sûr que vous êtes confortable. Si jamais ça se détériore, on va s'assurer que vous ne souffriez pas, puis on va vous permettre d'avoir une mort naturelle. Là, les gens comprennent bien. Là, s'il n'y a pas trop de. Des fois, il y a des gens qui disent ah non, un petit peu, là, je vais être sur une machine. Là, on revient, puis on repasse ça dans la machine. Mais là, les gens réagissent à ça, disent oui, oui, ça a bien de l'allure. Puis après ça, atteindre un consensus, pour moi, ce que ça veut dire, c'est de résumer ce qu'on vient de dire là dans ma recommandation, puis de dire ce que ça veut dire vraiment. Ça veut dire que dans les prochaines heures, on va continuer les antibiotiques, on va vous trouver une chambre à l'étage, on va s'assurer que vous êtes protégé, que vous ne souffrez pas, ou on va mettre un masque pour vous aider à mieux respirer, on va se revoir dans 4 heures pour voir si ça fonctionne, quelle base ça prend. Si vous êtes tanné, on va l'enlever. Là, je deviens plus précis dans ce qu'on va faire. Puis si tout ça marche, si tout le monde est d'accord, si tout le monde comprend bien, bien là, on planifie la prochaine action, et on avance dans notre plan. Ça d'allure. C'est comme ça que je pense à ça. C'est comme ça que j'approche les objectifs de soins. Et depuis que je fais ça, de faire une recommandation, puis de voir ça comme n'importe quoi que je fais à l'urgence, ça a vraiment changé. Parce que c'est logique de ne pas donner ou de ne pas imputer aux patients ou à la famille de prendre une décision médicale. Mais dans le fond, leur responsabilité à eux, c'est de me communiquer leurs valeurs, comment ils pensent à la fin de vie. Ça, j'ai fait ça pour les étudiants, pour les résidents qui me demandaient oui, mais c'est beau, là, mais là, tu ne nous as pas dit qu'est-ce qu'on fait à l'urgence, puis à quel patient on va vraiment aller faire toute cette affaire-là, qui est en passant pas si long que ça, là, quand on l'a fait une couple de fois, c'est pas une discussion de 2 heures au chevet sans rien faire d'autre. Ça va généralement assez vite. Des fois, il y en a que ça n'a jamais été discuté, tout ça, mais ça, bon, c'est plus rare que la norme. Je leur ai dessiné ça avec tous mes skills d'informaticien. Dans le fond, moins le pronostic est long, donc plus on s'en va vers le rouge, plus le pronostic est court, ou plus les symptômes sont sévères, plus je pense que c'est à nous, à l'urgence de faire ça. C'est en train de mourir, là, on va mourir dans quelques minutes, beaucoup de symptômes, on est dans le rouge, c'est définitivement à nous. Quelques jours arrivent, symptômes moyens, à voir. C'est la réponse la plus précise que je leur ai donnée. Je ne sais pas s'ils sont satisfaits de ça. Hein. On a le temps de parler un peu de fin de vie active à l'urgence, parce que ça, c'est l'autre affaire. Quand on est vraiment dans les soins critiques, là, on parle de, mettons, la personne qui arrive en grosse surcharge, qui a une insuffisance cardiaque. C'est des cas qu'on voit souvent. Là. Cancer du poumon dans le passé, lobectomie, pneumonie ou influenza ces temps-ci, donc une décompensation de son insuffisance cardiaque, arrive en grosse surcharge. Il vient à peu près aux 2 mois avec
justement, une affaire comme ça, là, petite infection, décompensation, pas tout le temps une espèce de gros BIPAP, la nitro, 100 milliards, est hospitalisé quelques jours, s'en va à la maison. Là, ce monsieur-là arrive, puis là, ben là, on se dit, là, il arrache son masque, il dit, là, c'est tout le temps la même affaire, je suis prêt à partir, je suis capable de ce masque-là, laissez-moi aller. Fait, comment on gère ces patients-là qui sont en fin de vie active, qu'on pense qu'ils vont mourir dans les prochaines minutes sans soins curatifs agressifs? On a bien discuté des objectifs de soins, c'est clair pour tout le monde, la famille est d'accord avec ça. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait à l'urgence? Reconnaître la fin de vie active, ça c'est intéressant parce que, encore là, on est super bon à l'urgence pour voir un patient rentrer et dire « Oups, lui, il faut que j'aille le voir. » Il est diaphorétique, il grille tout ça, je pense qu'il est peut-être en train de mourir. C'est comme des lumières qui allument. Mais quand les patients sont étiquetés soins pâles, on sait qu'ils sont en train de mourir. Puis là, c'est comme si on n'avait plus de. Il était comme dans une grosse boîte noire de « il est en train de mourir », puis c'est ça qui arrive. Par contre, il y a quand même des petits détails. Ils sont en train de mourir là. Il est en train de mourir depuis 6 mois de façon stable, puis pas plus aujourd'hui. C'est important. Puis ça, c'est pas une présentation là-dessus, mais des signes d'hypoperfusion, d'aller voir, puis je martèle ça à mes collègues, de penser au statut fonctionnel de façon aiguë aussi. Là. Il était comment cette semaine, où il y a une infection, mais là, l'infection, qu'est-ce que ça a comme impact? Il ne se lève plus en tout, il ne se réveille plus. Puis là, après ça, l'examen, y a-tu les genoux bleus, y a-tu de la boue, fait-tu des petits. Tout ça, c'est important d'aller un petit peu plus précisément dans pour reconnaître la fin de vie active, même chez ces patients-là qui sont étiquetés soins pâles. Discuter des objectifs de soins, on vient d'en parler, mais c'est à ce moment-là que je fais comme, ben parfait, tout ce qui était discuté, tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord. Juste des fois de renommer les choses, de repasser à, de ne pas nécessairement faire la recommandation, mais de dire, si je comprends que c'est ça qui a été discuté, c'est-tu correct avec vous? Voici ce que ça veut dire ici aujourd'hui. Oui, parfait, tout le monde. Ensuite de ça, initier les traitements essentiels. J'ai des slides sur ça après. Donc, quels traitements sont déjà en cours, lesquels on a vraiment besoin aujourd'hui pour les symptômes du patient. Après ça, bien, les autres affaires, c'est vraiment être là, puis comme n'importe quel patient qui est à l'urgence, d'être présent, de les revoir souvent, d'expliquer à la famille ce qui se passe. C'est des moments cruciaux, c'est des moments importants. On meurt juste une fois. On parle des naissances, comment c'est beau, mais je pense que la fin de vie, peu importe si elle est à l'urgence, qui est une des pires endroits pour décéder, je pense qu'il faut mettre de l'attention pour s'assurer que ça se passe le mieux possible dans les circonstances. Bon, la fin de vie active, bon, les signes d'hypoperfusion, l'état de conscience altéré, la confusion qui augmente, les patterns respiratoires. Je pense que les gens qui font un peu de clinique de soins pâles connaissent très bien ça, je ne m'épancherai pas là-dessus. Les traitements essentiels, quand je parle de ça aux apprenants ou à mes collègues, il y a tout le temps des questions à savoir quel médicament j'arrête, est-ce que je l'arrête maintenant, qu'est-ce que je leur donne maintenant. L'autre question qui revient beaucoup, puis la grande bataille entre les soins pâles et le reste du monde, c'est qu'est-ce qu'on donne IV, quand est-ce qu'on met des sucres, puis tout ça. Là, je comprends que je suis dans une foule plus soins pâles. Il ne faut pas me faire lancer des roches. J'y reviens dans 2 secondes. Les médicaments qu'on a à prévoir pour les symptômes qui sont là en ce moment, puis les symptômes qu'on peut prévoir qui vont venir dans les prochaines 24 heures, c'est très utile. Puis les protocoles de détresse ou d'urgence. Un par un, les médicaments non essentiels, j'essaie de penser comme ça. Le médicament, est-ce qu'il y a un objectif de traiter des symptômes? Il est là pour ça. Oui, parfait. Le médicament, a plus de chances d'aider que de causer du tort? Parce que même s'il y a des symptômes, mais qui causent. Je donne par exemple un médicament qui va causer beaucoup de somnolence. Un des objectifs, c'est pour la patiente, la famille, de rester le plus éveillé possible. On dit, OK, mais là, on diminue-tu la dose, on l'ajuste-tu, on l'arrête-tu? Puis, est-ce que si on arrête ce médicament-là, le patient va avoir des effets de sevrage qui vont être pires ou qui vont le faire souffrir? Je pense aux antidépresseurs, mettons, qui parfois peuvent avoir des symptômes de sevrage assez rapides, 12 heures, mettons. J'ai un patient qui n'est pas activement en train de mourir, mais qui décline, qu'on pense une mort prévisible dans les prochains jours pour dire quelque chose. C'est des questions à se poser. Tout ça, ça va être juste pondéré par le pronostic. Ces 3 questions-là, plus quel genre de trajectoire, puis quel genre de pronostic on pense que notre patient a, ça va nous aider à décider si on garde le médicament ou on l'enlève. Un petit mot sur l'IV succute. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est à l'urgence, de toute façon, tu es arrivé, tu as probablement une intraveineuse. Je ne suis pas d'accord. Une intraveineuse, c'est beaucoup plus douloureux que des piqûres intramusculaires subcutanées à répétition, parce que l'IV, elle est là déjà.
Par contre, je suis d'avis que ça me sert beaucoup d'avoir une IV qui est déjà là, des fois à titrer les médicaments pour atteindre un équilibre pour que le patient soit confortable. Mais après ça, on switch tout de suite parce que, bien évidemment, c'est beaucoup mieux accepté sur les étages, c'est beaucoup plus facile, les gens sont beaucoup plus habitués à ça. Je n'irai pas plus loin dans cette controverse-là. Je ne vais pas me faire chasser de Québec. Pardon? Vous êtes dans... Oui, il y a du monde en ligne. Tu sais, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Non, mais c'est des blagues. Je conçois pendant tout le fellow en Saint-Pal, j'en faisais un... C'était récurrent. Je faisais exprès pour challenger cette affaire-là, mais bon. Les symptômes présents prévisibles, si on voit souvent ça à l'urgence, puis je ne travaille pas à l'étage, mais c'est cette impression-là où le patient devient étiqueté soit par le fin de confort, on prescrit un protocole de détresse, puis on s'en va. J'essaie de limiter pour qu'on puisse prévoir. La plupart des symptômes, les patients, soit ils les ont déjà, ou ils ont une maladie qui est très clairement va évoluer et développer des symptômes qu'on connaît. C'est de prévoir des petites doses, des médicaments réguliers, des PRN au besoin pour tout ce qui pourrait se passer, ce que le patient a, pour pas juste le traiter une fois qu'il est en détresse parce qu'on ne l'a pas traité. Les protocoles de détresse, j'essaie d'en parler aussi parce que souvent, c'est des protocoles de détresse respiratoires. J'essaie de parler pour qu'on pense à toutes les décompensations possibles. Et ça, c'est un peu mon cerveau d'urgentologue qui dit, ben, tu sais, c'est correct, là, c'est correct, la détresse respiratoire, mais qu'en est-il d'une agitation terminale où un patient va devenir là, violemment agité? Des fois, c'est des choses qui se prévoient. Toujours, les convulsions, même affaire, les grosses métastases en tête, à un moment donné, le patient se met à convulser. C'est pas clair là, que la morphine, ça, c'est pas l'aider le plus. Fait que de penser à ça et de dire, mon protocole de détresse, oui, mais il peut être ajusté. Un patient qui a une tumeur érodante ORL qui est à risque de sexe sanguiné, il y a des mesures qu'on peut prendre qui ne sont pas nécessairement juste midazolam, hydromorphone, scopolamine. Ça, c'est ma première partie sur les soins PAL à l'urgence. Après ça, là, mon intérêt par rapport à la détection des patients dès l'urgence, c'est parce que je me dis, avec ce que je vous ai dit, comment on peut faire? Comment on peut implanter ça? Comment on peut penser à ça dès le triage de l'urgence? Je me suis un peu intéressé à ça. Il y a des outils qui existent déjà. C'est des outils qui ne sont pas nécessairement là pour l'urgence, sauf peut-être lui, mais qui parlent de critères facilement identifiables qui nous permettent d'identifier des patients qui ont potentiellement des besoins en soins palliatifs. Je vous parle brièvement de ça, de ceux-là. Celui-là, c'est Primer. En gros, on a des patients qui ont des maladies terminales. Ensuite, on rajoute un autre critère qui est, par exemple, visitent beaucoup d'urgence, ont des symptômes non contrôlés, ont un déclin fonctionnel important. Puis, il inclut, eux, là-dedans, la question surprise. Soyez-vous surpris si votre patient décède dans les prochains 12 mois. Ça, c'est... Je me suis trompé là. Ça, c'est P-Care, ça, c'est Primer, mais en gros, c'est des outils qui, sauf Primer, qui est en train d'être validés, ne sont pas validés. Fait que c'est des affaires que les gens utilisent parce que ça a beaucoup de sens, mais ce n'est pas encore l'affaire la plus validée. Donc, c'est un compendium de ça. C'est une maladie sévère incurable plus une de ces affaires-là ou plusieurs de ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on fait dans le futur avec ces affaires-là, ces outils-là? On parlait tantôt de développer, parce que moi, je me dis toujours que ce serait intéressant de voir si la détection précoce à l'urgence, ça nous permet de changer les trajectoires. Quel impact ça a sur les trajectoires de soins et l'utilisation des soins aussi? Moi, je pense que, bien évidemment, si on est capable de circonscrire ça et d'étudier ça, ça pourrait nous aider de dire, est-ce que des consultations automatiques ou un contact avec les soins PAL automatiques selon certains critères pourrait changer l'utilisation des soins? Mon idée pour un projet de recherche que je n'ai pas le temps de faire, c'est de mesurer les outcomes pré-post-implantation d'un enfant comme ça sur les durées de séjour, les besoins en fin de vie, le contrôle des symptômes. Et vous comprenez que mon intérêt est, si on est capable de déterminer qu'il y a un intérêt
financier ou de ressources, bien, ça permet de mettre des ressources pour mieux accompagner les patients plus précocement. Donc, de là, mon intérêt. Fait que là, je sais qu'elle écoute, fait que je vais tenter d'être le plus élogieux possible. On a une collègue qui est une IPS qui est engagée l'année passée dans notre centre, chez moi, chez nous, puis qui est engagée pour plusieurs choses, mais en gros, les soins PAL dans l'hôpital. Puis dans le contexte où elle s'est impliquée dans la création de cliniques de gestion de symptômes, je vais vous en parler après, là, mais des cliniques de gestion de symptômes. Elle a aussi intégré un projet où elle fait un dépistage précoce à l'urgence. Ce n'est pas un projet de recherche, mais c'est un projet pilote où elle rencontre les AIC, donc nos chefs nursing le matin. Puis, elle identifie des patients selon, je l'ai mis là, ça c'est les critères qui sont sur le primer, de PICUS, pardon. Elle applique ça aux patients qui sont déjà physiquement à l'urgence. Elle peut voir les patients, elle détecte des patients qui ont des besoins non reconnus. Elle se fait une liste, puis elle va voir ces patients-là selon, évidemment, son horaire très chargé, sa disponibilité. C'est sûr qu'on ne mesure pas après ça le outcome de tout ça. Par contre, on accumule des données, puis elle voit des patients, puis c'est notre façon de commencer à mettre le pied dans comment on peut appliquer des soins PAL plus tôt. Puis moi, je suis ravi de ça, elle est excellente. Les cliniques parasites, je vais en parler parce que je trouve que c'est super. Fait que dans le fond, l'organisation nous demandait de créer une clinique de gestion de symptômes en soins PAL. Nous, on demandait des ressources, genre une secrétaire, des infirmières pour les prises de sang, le suivi des patients, des locaux, ce qu'on n'avait pas. Fait que notre idée, ça a été de dire, bien, parfait, si vous avez des besoins en non-cours, bien, nous, on va prendre une demi-journée par semaine dans vos bureaux avec vos infirmières puis vos secrétaires. Puis on va voir vos patients que vous jugez selon des critères qu'on établit ensemble, qui ont des besoins. Puis nous, on va les aider puis les suivre selon leur évolution. Ça, c'est en cours, avec plusieurs embûches, mais Claude, qui est notre UPS, est incroyable. Elle a besoin de 3 ou 4 autres IPS. On travaille là-dessus. Voilà. L'autre étape, c'est l'éducation. Moi, j'en parle à mes collègues. Mon milieu, c'est le milieu d'urgence. Fait que les résidents, je suis ravi qu'ils m'aient invité ici pour parler aux résidents de médecine d'urgence, pour vraiment l'inclure dans les curriculums, pour que ça soit comme une espèce de la même façon qu'on parle de médecine environnementale, puis ce qu'on fait si quelqu'un se fait piquer par une veuve noire, mais je pense que ça fait partie de l'arsenal des médecins d'urgence pour prendre soin de nos patients. J'aimerais inclure la simulation, j'en ai déjà fait dans le passé, j'aimerais que ça devienne un peu plus commun et fréquent. La simulation, on utilise ça pour toute la médecine d'urgence. On a fait des simulations il y a quelques années qu'on a répétées où les patients arrivaient en arrêt cardiaque. Puis les apprenants n'avaient aucune idée c'était quoi les thèmes. Il y avait à gérer les patients. Un patient qui arrive en arrêt cardiaque gère l'arrêt cardiaque, simulation, bon, et puis tout ça. Puis quand finalement, ce patient-là, il n'avait aucune chance dans le scénario qui réussisse à le réanimer. Puis quand le scénario termine, puis le résident ou l'apprenant dit OK, ben, on va arrêter les manœuvres de réanimation. C'est à ce moment-là qu'il y avait des acteurs qui jouaient la famille du patient qui arrivait. Puis dans le fond, la vraie simulation commençait là parce que là, il fallait qu'ils annoncent les mauvaises nouvelles. Puis les acteurs étaient incroyables. Fait que tu avais, mettons, la femme du monsieur qui était dépassée par les événements, un des enfants qui était accusateur puis disait « Vous n'avez rien fait pour sauver mes parents », puis l'autre qui ne comprenait pas. Puis là, il y avait à gérer l'annonce de la mauvaise nouvelle, la famille complètement décompensée. Fait que ce genre d'affaires-là, ça, les apprenants étaient comme dépassés, puis c'était un peu le but de ça, c'est de dire ben, ça fait partie de notre job. Là. Vous allez vivre ça un nombre de fois. On avait fait une aussi avec des symptômes aigus, un peu le scénario dont je vous parlais, là. Un monsieur multipoqué qui décide de vouloir arrêter les soins actifs. Puis la simulation, c'était vraiment de désescalader les soins, enlever le masque, donner des petites doses de médicaments plus souvent pour être sûr que, au chevet, vraiment, pour que le patient reste le plus éveillé possible, le moins de symptômes possible. Puis voilà, fait que ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ça. C'est quoi les barrières? Ben, l'estimable de soins PAL, je pense que tout le monde ici est au courant de ça. L'étiquette nuit beaucoup. Là. Moi, à l'urgence, quand j'ai un patient qui est connu en non-cours, qui a des traitements, puis on lui a dit
c'est une chimio qui ne va pas te guérir, qui vient avec un statut fonctionnel complètement décompensé, qui ne fonctionne plus. Si moi, je leur demande, avez-vous déjà été vu par des soins pâles, il y a tout le temps un choc. Fait que, ça n'aide pas à faciliter l'intégration des soins pâles plus précocement. Je n'ai pas de solution miracle. Moi, j'en parle aux patients en disant, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les autres affaires. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que ça ne permet pas d'avancer aussi vite qu'on voudrait dans cette sphère-là. Les besoins non reconnus, là, j'ai parlé de ça sur 1 heure. C'est le fait qu'on a des patients qui viennent pour l'insuffisance cardiaque, mais on ne pense pas ou on ne fait pas juste poser 3-4 questions pour voir où est-ce qu'ils sont dans leur trajectoire cheminement et tout ça. C'est des barrières. L'informatique, là, je ne sais pas si c'est une surprise. Là. Je parlais du projet de recherche, je me dis, c'est facile, on va juste regarder les statistiques, personnes qui arrivent, ça ne marche pas. C'est un obstacle. La pénurie personnelle, c'est pour faire ça, je parlais du PS qui était avec nous, si on avait 3 comme elle, ça serait dur à trouver, là. Mais si on avait 3 comme elle, ça serait 3. Il y en a de la job, il y a du monde avec des bonnes idées. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai parlé vite. Je ne sais pas si vous avez des questions ici. Bon, excellent. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la salle qui ont des questions? Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a en ligne, mais j'en ai une pour vous. J'ai rencontré une patiente, une dame, en fait, qui me parlait du décès de son conjoint par aide médicale à mourir. Puis lui, en fait, il avait fait sa demande d'aide médicale à mourir, mais il n'avait pas encore fixé une date. Il voulait quand même continuer dans son cancer. Puis à chaque fois qu'il se présentait à l'urgence, il disait, moi, je veux juste être soulagée, plutôt qu'on me fasse une ponction, puis je veux retourner à la maison, je veux juste être soulagée parce que là, c'était comme, je suis un peu décompensée. Puis inévitablement, il se faisait demander à chaque fois, avez-vous une date, avez-vous une date? Puis elle me racontait qu'à un moment donné, ils se sont comme fâchés, puis il était comme, mais qu'est-ce que ça change? Arrêtez de me demander si on avait une date. Fait que je voulais savoir ce que vous en pensiez, ou est-ce que, d'un, savez-vous pourquoi peut-être on lui demandait ça, ou ça serait quoi votre avis sur ça? Je ne vois pas d'emblée pourquoi on demandait ça. Peut-être parce que si la date était le soir même, les choses auraient pu s'organiser différemment pour garder la personne à l'hôpital, je ne sais pas. C'est pour la logistique. Je sais pas, dans ma tête, c'est des 2 choses qui sont en parallèle, puis l'un n'exclut pas l'autre. Il y a des gens qui arrivent et qui ont des symptômes, puis qui sont comme « je veux l'aide médicale à mourir ». Puis de façon intéressante, on m'a demandé de présenter là-dessus aussi dans une conférence d'urgence. Le titre, c'était « l'aide médicale à mourir à l'urgence », point d'interrogation. Moi, j'en fais pas. Je trouve ça bizarre qu'ils me demandent à moi. Mais dans le fond, ce dont je parlais, c'est comment on reçoit des demandes d'aide médicale à mourir à l'urgence. La première chose, c'est de voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils demandent ça. La majorité des patients, c'est comme je montrais tantôt, ils ont des besoins non reconnus. Puis la façon qu'ils s'expriment, c'est hey, je souffre assez que j'ai besoin d'aide médicale à mourir. Mais souvent, ces patients-là, on fait parfait, on va faire la demande, ça va cheminer. Les autres, tous les hôpitaux ont une traque pour faire ça. C'est rarement quelque chose qu'on fait à la minute. Par contre, pendant qu'on fait ça, c'est quoi vos symptômes? Comment on peut vous aider? Une petite Tylenol pour commencer. C'est surprenant à quel point, des fois, les gens n'ont aucun traitement de leurs symptômes. Puis leur façon de s'exprimer, c'est de dire ça parce que c'est super publicisé. Donc, tout le monde a un oncle qui l'a eu, ça s'est super bien passé. Fait que, moi, je fais les 2 en parallèle. Puis, On a quelques questions en ligne. Est-ce que, Hélène, peux-tu me dire, vous m'entendez bien si je lis la question comme ça? je le répète. Oui, on t'entend bien. Merci. J'aimerais savoir si la médecine palliative est plus intégrée maintenant au parcours de formation des urgentologues au Québec. Bien, en fait, pour faire de la médecine d'urgence au Québec, en fait, il y a beaucoup de profils de pratique des gens qui font de la médecine d'urgence. Donc, les gens peuvent faire leur médecine familiale puis avoir une pratique mixte où ils vont faire de l'urgence, du bureau, de l'hospice, tout ça. Il y a une trajectoire où les gens qui font leur médecine familiale vont faire 1 année de spécialité en médecine d'urgence par la suite. On appelle le MU3. Puis, il y a la spécialité en médecine d'urgence qui est 5 ans de médecine d'urgence uniquement. Fait que, les sous-spécialités, tout ça, mais il n'y a pas de médecine familiale là-dedans.
les gens qui ont fait la médecine familiale ont un bon contact, généralement une super bonne approche avec des soins PAL parce qu'ils en ont fait. Ils ont fait de l'hospice, souvent ils font du bureau, c'est intégré dans leur formation. De ce que moi je perçois, je ne l'ai pas fait, mais on voit qu'il y a vraiment une approche qui est plus intégrée. Puis ces gens-là, c'est la majorité des gens qui font de l'urgence au Québec. Là. Les spécialistes, on est 200. Fait que, je dirais, oui, c'est intégré. Pour les spécialistes en médecine d'urgence, à ce que je sache, non. Fait que moi, pendant ma formation 0, là, moi, je donne un cours aux résidents de l'Université Laval. Fait que, oui. Je pense qu'il y a une sensibilité des directeurs de programme, puis tout ça. Le programme est très chargé. Je pense que c'est en train, mais la réponse est pour la spécialité, pas parfait. Merci. On me dit... ce que je trouve triste, c'est que les personnes qui habitent dans des HPA, qui sont vendus en soins palliatifs, soins de confort, doivent souvent être hospitalisées pour attendre le décès à l'hôpital au lieu de retourner dans leur milieu connu pour mourir avec dignité. Des commentaires. Oui, je suis d'accord. Excusez, ça se déroule ça. Bonjour, je suis moi-même IPS en soins palliatifs au CHU de Québec. J'aimerais connaître le nom de l'IPS du Haut-Richelieu pour entrer en contact avec eux. On va peut-être l'écrire en... Oui, c'est ça, en privé. En privé, c'est bon. Formidable, votre formation d'urgentos, soins palliatifs. Excusez, ça n'avait pas de défi. Belle réflexion, observation, d'abord d'un ex-praticien en oncologie, soins PAL, prestataire. C'était plus un commentaire. Merci beaucoup pour les commentaires. Connaissez-vous l'échelle, connaissez-vous l'échelle de performance pour les patients en soins palliatifs, le PPS-V2 du Victoria Hospice Society? Si oui, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas certain de connaître cet outil-là. C'est un outil fonctionnel comme le PPS, comme le... C'est le PPS. C'est le PPS? Ah ouais, OK. Ben oui, alors je le connais. C'est des outils qui sont développés pour les patients oncologiques, c'est-à-dire qui sont appliqués, qui sont utilisés en soins PAL. Mon utilisation en aigu, j'utilise ces outils-là, en fait, pour parler avec soit les médecins de maison de soins PAL ou pour parler avec les oncologues, si c'est les COG, mettons. Au quotidien, dans la pratique, ça ne m'aide pas beaucoup. C'est parce que ce que j'ai besoin, c'est de savoir souvent de façon très précise est-ce qu'il va pouvoir retourner à la maison, donc est-ce qu'il a de se lever, se laver, qui va pouvoir l'aider. Fait que j'utilise bien évidemment les choses qui sont dans ces échelles-là, qui sont une évaluation du statut fonctionnel. Mais d'avoir un chiffre, un pourcentage dans ce cas-là, sur cette échelle-là, ce n'est pas ça qui va m'aider au quotidien dans la gestion de mes cas. Honnêtement, c'est rare que je les utilise. Je les utilise pour parler aux médecins de maison de soins PAL. Ça nous donne un langage commun. Même chose avec les COG. Si je dis à un oncologue, son école est très mauvais, il sait de quoi je parle. Il sait qu'est-ce que ça veut dire pour son traitement de chimio ou pour souvent. Est-ce qu'il y a une question salle? On en a une dernière ici, mais oui. Je travaille aux soins intensifs. Donc, on voit souvent les contextes, justement, que les patients viennent aux soins intensifs juste pour que, finalement, on arrête, disons, les traitements, mais c'était comme pas clair la trajectoire. Selon vous, comment est-ce qu'on peut améliorer la détection et la prise en charge des patients qui pourraient bénéficier, justement, par des soins PAL dès l'arrivée à l'urgence? Nous, on a beaucoup des mensubites réanimés, où ce que je travaille, que le terme est affreux, c'est ce qu'on utilise quand même, mais il y a beaucoup de contextes que c'est pas nécessairement ce que le patient aurait voulu, c'est pas ce que la famille aurait voulu, puis les discussions, des fois, on les voit, ils arrivent très tardivement, mais moi, en tant qu'infirmier, qu'est-ce que je peux faire pour soulever des fois peut-être la petite interrogation dans la tête des médecins ou des résidents, on sait que les résidents sont très à l'écoute, on se parle beaucoup, donc si on soulève le point, mais comment on pourrait faire pour que ça devienne un peu systématique ou que tout le monde peut essayer de... On a une place dans ça, par rapport au niveau de soins, souvent les patients, ils ont discuté avec le médecin, mais ils ne comprennent pas tout. Puis là, après, ils ont une autre discussion avec nous qui est complètement différente. Ouais. Puis là, c'est de savoir quel rôle qu'on peut jouer dans ces situations-là, puis au même titre, je pense que ça va aussi à comment on peut aider pour détecter les patients qui peuvent bénéficier de soins PAL. C'est une excellente question, je vais la répéter pour les gens. Oui, c'est un membre de l'auditoire qui est infirmier aux soins intensifs.
vous me direz si je comprends bien la question, là, c'est à savoir parce que souvent, il y a des patients qui vont être, par exemple, réanimés à l'urgence avec un pronostic presque nul, finalement, en rétrospective, avec des discussions d'objectifs de soins, entre guillemets, non optimales ou pas faites parce que pas de famille, tout ça. Des patients qui, finalement, se ramassent à décéder très peu après, qui ont des besoins, qui utilisent les soins intensifs alors que ça n'aurait pas été les souhaits en rétrospective. Fait que moi, ça m'intéresse beaucoup parce que d'une part, ce dont je parle aujourd'hui, c'est pour améliorer comment on peut prendre en charge ces patients-là dès l'urgence pour faire en sorte qu'ils n'aboutissent pas chez vous si ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu comme intensité de soins. Il y a plusieurs choses. Fait que, je pense que moi, ce que je disais à mes collègues quand je parle de ça, je leur dis ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je détaille ces affaires-là, mais aller chercher l'information, parler à la famille, faire des recommandations, dire avec ce que je vois là, de dire des choses comme là, on est en train de réanimer votre proche. Ça fait longtemps. Je leur dis souvent, mettons, fait que là, il était assez malade que son cœur a arrêté. Il était tellement malade que son cœur a arrêté. Nous, en ce moment, on essaie de repartir son cœur. Si on repart son cœur, il revient quand même dans le corps qui était malade, qui a fait que son corps est arrêté. Si on ne changera pas ça, ou en tout cas pas très peu, puis pas aussi rapidement qu'on voudrait. Puis, j'essaie de mettre en place des choses pour faire comme, écoutez, ça va vraiment pas bien. Puis oui, ça arrive relativement souvent qu'on les repart les cœurs ou qu'on met des patients qui respirent de façon artificielle, mais on se pose la question après, lui, là, s'il était dans son lit, il reconnaissait personne, ça fait 10 ans, puis il était dénutri, cachectique, tout ça, qu'on reparte son cœur, il va revenir exactement la même personne, puis c'est sûr qu'il ne sera pas aussi fonctionnel qu'il était avant. C'est sûr qu'il perd une grosse cas. Je te dirais que dans la plupart des cas, les gens comprennent bien ça. Mais par exemple, ce que je dis aussi à mes collègues, c'est parce que là, quand je parle de ça, mes collègues à l'urgence sont comme « mais là, je ne l'ai pas, la famille n'est pas là, on l'a réanimé, son cœur, ça, c'est bien sûr. Là. » Ou, je ne sais pas, on l'étude-tu, on l'étude-tu pas, c'est pas clair, non. Là, à ce moment-là, je leur dis, il y a aussi le fait qu'à l'urgence, on n'a pas beaucoup d'informations. Puis, dans l'incertitude, de façon raisonnable, bien entendu, là, tu ne vas pas dire « je pense pas ». Puis arrêter quand tu n'as pas d'informations. Fait que souvent, on erre du côté plus interventionniste, des fois vraiment malheureusement, mais on n'a pas assez d'informations souvent. Fait que moi, je leur dis, il y a quand même un bénéfice à temporiser les affaires. Tu as trop d'incertitudes, le patient est trop dans une zone grise, la famille, ils n'ont jamais parlé de ça, ils n'ont jamais pensé à ça. Oui, on va le mettre sur un respirateur, il va aller aux soins intensifs, puis on va avoir planté la graine, après avoir discuté avec la famille, puis leur avoir dit tout ça, bien, peut-être que la deuxième discussion que vous allez avoir au chevet avec les familles, bien, peut-être qu'au lieu d'être « on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi notre père est ici », ça va peut-être être « ils nous en ont parlé en bas, il n'y a pas beaucoup de chance ». Effectivement, maintenant qu'on a 12, 16 heures, 24 heures de recul, ça ne s'améliore pas. Je pense qu'on peut pas en penser à aller plus loin. Puis, pour la deuxième partie de votre question, vous êtes infirmier, vous avez un contact inestimable avec les familles. Nous autres, on voit les patients aux soins, tu rentres, tu sors, tu n'as pas ce contact-là. Si vous faites des soins au chevet, vous voyez les familles qui sont comme hey, c'est quelque chose, un petit peu de machine, puis les sécrétions, puis les prises de sang, puis revirer. Puis là, ils s'aperçoivent, mais ça, c'est important pour nous autres de comprendre ça, parce que ça va faire partie de nos discussions d'objectifs de soins pour la suite des choses aux soins. Aussi, comme exemple, surtout les contextes vraiment de réanimation cardio-respiratoire, que, justement, le peu d'informations, il arrive, la famille peut arriver, ils sont réanimés, puis, ça, c'est très comprenable. Des fois, on a des admissions de des patients qui ont un pronostic très sombre, mais qui n'étaient pas en réanimation, mais qui sont admis aux soins intensifs. La surveillance, jusqu'aux soins, on passe beaucoup de temps avec les familles, puis c'est aussi dans la perspective de qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'un peu. Tout ce que je suis, c'est beaucoup très interventionniste et peu centré sur le patient, disons. Donc, je me questionne sur comment, à cause on est souvent confronté à ça, qu'on fait ça n'a pas d'allure. C'est tellement. Puis la famille ne veut pas ça, puis que la famille se fait dire c'est qui le médecin, c'est moi qui décide. Je ne peux pas parler pour votre milieu, la culture dans votre milieu. Moi, c'est sûr que si j'ai un collègue infirmier qui vient me voir, qui fait le patient du 43, la famille, ils ne comprennent pas, puis ils trouvent qu'il a l'air souffrant,
puis ils disent que c'est pas ça qu'ils auraient voulu, c'est sûr que on va rediscuter de ça. Après ça, là, vous semblez nommer les problèmes qui peuvent être individuels aussi. Là. On a toute notre partie d'acceptance de notre propre décès. Je ne suis pas le meilleur pour parler de ça, là, mais je suis à l'aise avec ma propre mort. Puis là, j'accepte donc qu'il n'y a aucun patient qui va mourir sous mes soins. Ça, je pense que c'est un autre problème qu'on ne réglera pas aujourd'hui. Merci pour vos questions. C'est tout le temps qu'on avait, mais il restait une dernière question qu'elle a écrite 2 fois. On va juste, si vous pouvez brièvement, y a-t-il des critères préétablis ou standardisés pour admettre un patient aux soins palliatifs précoces? Je ne sais pas si... Il y a des critères préétablis pour une admission en maison de soins PAL, oui. Je pense que c'est similaire partout. Après ça, précoce, non. C'est-à-dire que nous, les exemples dont je parlais tantôt, où on est capable d'admettre un patient en maison de soins PAL, il passe par les mêmes critères, le même formulaire. C'est juste qu'il est accepté plus vite, il y a de la place de libre. Fait que non, je ne suis pas au courant en tout cas de critères différents que ceux qui existent déjà, qu'on applique dès l'urgence. Bon, super. Bien, merci beaucoup, Dr. Ouellette, pour votre temps. Puis merci à tout le monde pour votre participation. On a été 150 en Zoom là, au plus haut là, de ce que j'ai vu. Alors, un très beau succès. Les activités de formation de l'Institut sont accréditées. Donc, si jamais vous souhaitez vous prévaloir, vous pouvez envoyer un courriel là, à l'adresse pour mentionner que vous étiez puis avoir les informations. Puis, on se voit le 21 mai pour une croquette scientifique là, sur l'aide médicale à mourir et prochaine conférence le 10 juin sur la diversité en soins palliatifs avec Dr. Olivia Nguyen. Alors, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Puis,